Donc on va commencer par quelques conseils de méthodologie par rapport à l'épreuve de LCA. Donc comment procéder en gros quand on reçoit le sujet. Donc je dirais que le plus important c'est de commencer par lire une première fois la liste des questions. En général il y a 6 ou 7 questions et ça va vous permettre d'orienter votre lecture de l'article ensuite pour pouvoir passer plus de temps sur les paragraphes qui vont effectivement être intéressants pour répondre aux questions et puis pas vous attarder sur les passages qui serviront à rien par rapport à l'épreuve. Donc, premier temps, bien lire les questions, essayer de repérer en gros à quel objectif de la liste du CNCI se rapporte chaque question. Deuxième temps, je vais dire peut-être pour les étourdis, si jamais il y a des questions qui appellent une réponse dans un premier temps par un oui ou un non, peut-être le mettre en évidence pour ne pas oublier au moment de répondre oui ou non au début de la question. Ensuite, vous passez à la lecture de l'article. Donc du coup, votre lecture elle va être orientée parce que vous avez retiré des questions. Vous commencez votre lecture. À chaque fois que vous rencontrez un paragraphe qui vous semble intéressant pour répondre à une question en particulier, ça vaut le coup d'y passer plus de temps et de prendre le temps de bien comprendre ce paragraphe-là. Ça vaut le coup aussi d'annoter dans la marge, par exemple, que tel paragraphe sera utile pour répondre à la question 1. Donc tout au fil de la lecture, vous allez essayer de repérer quels sont les paragraphes à utiliser pour répondre à chacune des 6-7 questions. Et puis dans le même temps, durant cette lecture, vous allez aussi matérialiser, mettre en évidence tous les éléments qui vont vous servir pour le résumé, sachant que ces éléments sont toujours les mêmes. Il va falloir bien sûr que vous repériez la question qui est étudiée dans l'article, dans l'introduction, dans le matériel et méthodes. Vous repérerez aussi toujours les mêmes éléments. Il va vous falloir des infos sur la population, sur la randomisation, etc. Puis pareil, les valeurs chiffrées dans les résultats qui vous intéressent. Tout ça, dès votre première lecture, ça peut être mis en évidence et ce sera prêt directement pour être utilisé pour le résumé. Ensuite, une fois que vous maîtrisez bien l'article, que vous l'avez bien compris, vous passez à la réponse aux questions. En général, c'est 6, 7, maximum 8 questions. Finalement, ça appelle, là aussi, c'est un peu le même raisonnement que dans les dossiers. Il faut essayer de rester assez synthétique, de répondre par mots-clés, pas hésiter, comme dans les dossiers, à répondre un petit peu sous forme de liste avec des tirets. C'est pas du tout un problème dans certaines questions, même c'est totalement adapté. Donc vraiment, faire des réponses synthétiques. Du coup, répondre aux questions. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas si long que ça parce que les réponses doivent vraiment pas être trop longues. Il n'y a pas beaucoup de mots-clés cotés dans chaque question. Enfin, il va vous rester la partie qui correspond au résumé. Donc là, on a dit tout à l'heure, au fil de votre première lecture, vous allez avoir mis en évidence dans votre texte, d'autant plus qu'on a le droit au fluo pour l'épreuve de LCA, ce qui peut être utile, donc tous les éléments qui vont vous servir pour le résumé. Pareil, la structure du résumé, c'est toujours les mêmes éléments qu'il va falloir mettre, vous les aurez déjà repérés, donc il ne restera plus qu'à passer à la phase vraiment rédactionnelle et à s'assurer que le tout passe en moins de 250 mots. Donc vraiment l'importance de prendre son temps, je pense, au début, sur la lecture des questions et la lecture de l'article. Pas s'affoler, pas se précipiter. Ensuite, le reste, si on a fait une lecture efficace, ça peut être assez rapide. Les 3 heures, en général, sont quand même largement suffisantes, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans la liste, le plus souvent. Donc, on va prendre un premier exemple avec le premier dossier qui est proposé sur le site du CNCI, qui correspond à un article donc, intitulé « Premier épisode de démyélinisation du SNC » et vaccination contre l'hépatite B. Donc, vous avez fait, comme on vient de le dire, votre première lecture de l'article, vous avez lu vos questions, vous avez repéré la question 1, donc l'intitulé de la question, c'est « Quels sont les objectifs de cette étude énoncés par les auteurs ?» Donc là, vous ciblez d'emblée que ça se rapporte à un des premiers objectifs du CNCI, vous faites attention à la petite nuance, on vous demande quel est l'objectif de cette étude. Donc là, si on refait un petit point de méthodologie, il ne faut pas confondre objectif et objet, bien sûr. Identifier l'objet, je crois que ça
l'objectif numéro 1 dans votre liste. Donc l'objet, il y en a 5 au programme. Il s'agit juste dans ce cas-là de citer dans quelle catégorie d'article on est. Est-ce qu'on est devant un article diagnostique, un article épidémiologique, un article thérapeutique, un article de dépistage ou un article pour étude d'un pronostic. Ça, c'est identifier l'objet. Là, on vous parle de l'objectif. En fait, l'objectif, ça se rapporte à la question étudiée, la question posée par l'article. Donc en fait, c'est l'objectif numéro 2 cette fois-ci de la liste du CNCI. Or, la question posée par l'article, ça, vous savez très bien que, grosso modo, elle se trouve toujours dans la dernière phrase de l'introduction. Ce qui va être important ensuite, les questions sont courtes, elles appellent des réponses courtes, mais le but, ça va être d'être précis et d'oublier aucun élément important. Donc, citer la question étudiée par l'article, c'est une question qui n'est pas très difficile puisque donc, il suffit de relever la dernière phrase de l'introduction. Néanmoins, ce qui peut jouer, c'est le fait de ne pas être assez complet. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de vous astreindre à aborder en gros, je vais dire 4 éléments. Bien sûr, c'est modulable en fonction de l'article, mais il faut se poser la question de quoi finalement. Qu'est-ce qui est étudié? Ça peut être un traitement dans un essai thérapeutique, ça peut être un test de dépistage dans un article de dépistage. Il faut se poser la deuxième question, c'est chez qui? Chez qui est-ce que cette intervention est étudiée? À quelle population on s'intéresse? Est-ce que c'est une étude chez, par exemple, seulement les personnes âgées? Ensuite, il faut se poser la question de pourquoi, c'est-à-dire dans quel but l'étude est faite, qu'est-ce qu'on cherche à mettre en évidence. En gros, ça va correspondre aux critères de jugement. Et puis la question de comment, c'est-à-dire finalement, d'abord de quel type d'étude il s'agit et éventuellement quel est l'élément de comparaison qui a été choisi. Par exemple, dans un essai thérapeutique, ce sera bien de citer par rapport à quoi le traitement est étudié, si c'est par rapport au placebo ou au gold standard. Donc, 4 points que vous ne pourrez pas forcément aborder quel que soit l'article, mais qui nécessitent d'être recherchés pour pouvoir faire une réponse complète et pas passer à côté de quelque chose. Si ici on reprend et qu'on applique à notre article, le but de cet article ici, c'est, vu que c'est un essai épidémiologique, on est plutôt dans rechercher une relation de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'un premier épisode de démyélinisation du SNC. Donc ça, c'est les 2 éléments que vous allez étudier. Dans quelle population? Là, c'est un peu moins pertinent. Finalement, c'est ceux qui auront été vaccinés contre l'hépatite B. Et on aurait pu citer, je pense, dans la réponse, même si là, ce n'était pas dans ce qui était proposé par le CNCI, qu'il s'agissait d'une étude épidémiologique. Donc vraiment, essayer de rechercher les différentes informations pour apporter une réponse la plus complète possible. En particulier quand c'est un essai thérapeutique, où là, vous pouvez souvent détailler ce genre de réponse. Donc, au final, la réponse à la question 1 qui était proposée et qui correspondait effectivement à la dernière phrase de l'introduction, c'était qu'ici l'objectif était d'étudier la relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'un premier épisode de démyélinisation du SNC. Donc ça, c'était pour la première... donc on était sur l'étude de la première partie de l'article, l'introduction, qui vous a cité un peu le contexte, et puis qui vous a permis de repérer la question, sachant que bien sûr, ça va être aussi les éléments que vous allez reprendre dans votre résumé ensuite, en particulier ce qui concerne la question. Vous attaquez ensuite la deuxième partie de l'article, le matériel et méthode. Donc là, il y a pas mal de choses à dire. C'est une partie qui est assez riche. On va essayer de reprendre les différents points sur lesquels vous devez un petit peu vous focaliser, sachant que vous avez repéré d'emblée qu'il s'agit d'une étude épidémiologique. Donc vous allez avoir adapté votre lecture en recherchant les éléments qui sont importants dans ce type d'étude. Si on continue en suivant un petit peu les questions, on vous demande justement, question numéro 2,
quelles sont les caractéristiques de l'étude et on vous demande d'argumenter ensuite le choix de ce schéma. Donc les caractéristiques de l'étude, ça c'est des éléments que vous allez avoir à relever quel que soit le type d'essai que vous étudiez. C'est un certain nombre de mots-clés qui peuvent être un petit peu disséminés au fil du texte. Parfois on ne vous les donne pas tous d'emblée au début du matériel et méthode. Il faut vraiment que vous appreniez à les extraire du texte parce qu'en particulier il faudra tous les remettre au moment de rédiger le résumé. Donc ici, vous avez repéré que vous aviez une question sur les caractéristiques de l'étude. Au fur et à mesure de votre lecture, vous ressortez tous les mots-clés qui permettent de préciser justement la méthodologie de l'étude. Ici, finalement, si on les reprend au fur et à mesure, et c'est la liste qui était proposée, le premier point, donc c'est les questions que vous devez vous poser de toute façon pour essayer de préciser devant quel type d'étude épidémiologique vous êtes. La première question, c'est de se demander, est-ce qu'on est dans une étude descriptive ou dans une étude analytique? C'est-à-dire, est-ce que vraiment il s'agit juste d'observer un phénomène et d'en donner les caractéristiques, exemple, décrire l'incidence, décrire la prévalence d'un phénomène, ou est-ce qu'on est dans de l'analytique? C'est-à-dire qu'on fixe certaines conditions, on cherche plutôt à étudier une relation de causalité, à mettre en évidence un facteur de risque. Ensuite, le deuxième point important, ce sera de savoir si on est plutôt dans quelque chose d'expérimental ou d'observationnel. Bon, ça se rejoint un petit peu, même s'il y a une légère nuance. Expérimental, ça va être que vous fixez certaines conditions. Le meilleur exemple, ce sera l'essai comparatif randomisé, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent en épidémiologie. Là, vous avez fixé les conditions. L'observationnel, vous n'êtes pas dans le même contexte. Vous prenez une population et vous regardez. Mais quand on est dans une étude observationnelle, on peut soit vouloir juste décrire les caractéristiques d'un phénomène, soit au contraire analyser et comprendre un mécanisme, essayer d'identifier un facteur de risque. Donc c'est là que se situe la petite nuance entre ces deux caractéristiques. Et puis bien sûr, les mots-clés, mais qu'en général, qui vous viennent très rapidement à l'esprit, dans une étude épidémiologique, ça va être de préciser si on est plutôt dans un format étude cas témoin ou dans un format étude de cohorte, ou alors même, comme j'ai dit, la troisième possibilité, c'est l'essai comparatif randomisé, même si c'est moins fréquent. Dans cet article, si on reprenait au fur et à mesure de la lecture les caractéristiques qu'on pouvait relever, on voit qu'ici, on est effectivement, pour le premier point, dans une étude analytique. On cherche à comprendre un phénomène, à identifier un facteur de risque. Donc on peut dire étude analytique ou étude à visée étiologique. On est, par rapport au deuxième point, plutôt dans de l'observationnel. On a pris une population de cas, on cherche des témoins qui ressemblent, mais on n'a pas fixé leurs conditions de vie. On les a pris, les cas, ils ont été pris tels qu'ils se sont présentés. À la différence d'un essai comparatif, où là, on va pouvoir fixer certains paramètres, les traitements qu'ils ont le droit de prendre ou pas, etc. Donc, analytique, observationnel. Bien sûr, on est dans une étude de type cas témoin. Ensuite, les autres petits détails que vous allez préciser, c'est au niveau de la temporalité. On est dans une étude rétrospective, on a pris des dossiers, on a regardé ce qui s'était passé jusque-là. On est dans une étude monocentrique, donc un seul lieu pour la réalisation de l'étude. La petite chose qu'on peut préciser aussi, qui n'était pas notée là, c'était qu'on est dans une étude qui est bien comparative, on a des cas versus des témoins. On vous demande de justifier ce choix. Donc là, ce qu'il faut, c'est que vous voyez un petit peu le sous-entendu qu'il y a derrière cette question, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de justifier l'ensemble de la méthodologie, mais savoir, ici la question c'est de savoir pourquoi, puisqu'on est dans une étude épidémiologique, on a choisi un schéma cas témoin plutôt qu'un schéma cohorte. C'est ça qui se justifie, c'est la question qu'on doit se poser au début, avant de décider justement de la méthodologie qu'on va employer. La justification qu'il y a derrière, ça,
vous la connaissez tous parce que vous l'avez appris. Il faut donc répondre que oui, le choix d'une étude de type cas témoin est adapté. Et pourquoi? Parce que le facteur qui est étudié est une maladie rare. Et que dans le cas d'un phénomène rare à étudier, on va choisir une étude de type cas témoin, puisqu'on sélectionne d'emblée tous les phénomènes qui ne sont pas très fréquents. C'est beaucoup plus facile que si on prend une étude de cohorte et qu'on attend que ce phénomène rare survienne, ça peut être très long. Donc là, le schéma d'une étude de cohorte ne serait pas adapté. L'étude de cohorte, c'est adapté au contraire pour le phénomène fréquent. On peut se permettre de sélectionner une population et d'attendre que l'événement survienne. Voilà, donc choix d'une étude cas témoin adaptée parce qu'il s'agit d'une maladie rare, ce qui empêchait donc de choisir les deux autres modes d'études, à savoir l'étude de cohorte ou l'essai clinique comparatif. J'en profite pour refaire juste un petit point sur les différents types d'études épidémiologiques. L'épidémiologie, on va dire dès le départ, ça se divise en deux branches. Il y a l'épidémiologie descriptive d'une part, l'épidémiologie analytique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le descriptif, ça va vraiment être donner les caractéristiques d'un phénomène, exemple, donner les caractéristiques d'une pathologie en termes d'incidence, de prévalence, etc. Dans ce but, si on veut étudier l'incidence, on va plutôt opter pour une étude de cohorte. Si on veut plutôt étudier la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas à un instant T, on va plutôt faire une étude transversale, une étude donc ponctuelle. La deuxième branche, j'ai dit, c'est les études épidémiologiques analytiques. Donc là, comme j'ai cité tout à l'heure, 3 formats. L'étude cas témoin qu'on vient de citer, qui est plutôt adaptée pour un phénomène rare, parce qu'on prend d'emblée tous les cas, donc tous les phénomènes. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils surviennent, ce qui serait trop long. Deuxième type, l'étude de cohorte pour le phénomène fréquent. Et puis ensuite, l'essai contrôlé, randomisé. La question numéro 3, ensuite. Donc on vous demande quels sont les points forts et les éventuelles faiblesses de la définition des cas. Donc finalement, on voit que si on suit notre grille de lecture de l'article épidémiologique, on a un petit peu vu déjà les caractéristiques de l'étude. On arrive au deuxième point, la population, ce qui rejoint notre question 3. Et dans l'étude cas témoin, bien sûr, il va y avoir deux groupes à étudier, les cas et les témoins. Ici, cette question, elle doit réactiver dans votre esprit ce que vous avez appris dans l'objectif numéro 4 qui concerne les modalités de sélection des sujets. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a sélectionné nos cas ici. De façon générale, si on reprend les éléments méthodologiques, donc quel que soit le type d'article, quand on vous parle des modalités de sélection de l'échantillon, je pense qu'il y a deux grandes catégories d'éléments à aborder. Premièrement, et c'est ce qu'on peut avoir facilement tendance à oublier, il faut que vous pensiez à citer quelles ont été les modalités de recrutement, c'est-à-dire en gros, où est-ce que le recrutement s'est fait. Donc ça, c'est à la fois dans quel pays se situe l'étude, mais c'est aussi est-ce qu'on est en médecine générale, en médecine de ville, est-ce qu'on est plutôt en médecine spécialisée, dans ce cas-là, est-ce qu'on est dans un CHU avec un service très spécialisé, est-ce qu'on est plutôt dans un centre plus petit avec plus des pathologies un peu plus tout venant. Le deuxième élément, bien sûr, sur les modalités de recrutement, ça va être quand. Quand est-ce que l'étude a eu lieu? Bien sûr, ça influence ce que vous allez lire dans l'article, ça influence peut-être la méthodologie qui aura été mise en œuvre à ce moment-là. Et puis, la troisième chose, une fois que vous savez où et quand ça a été réalisé, c'est comment est-ce qu'on a choisi les sujets qui ont participé. C'est-à-dire, est-ce que tous les gens qui correspondaient aux critères ont été conservés? Exemple, si on prend, comme ici, les gens qui se sont présentés à la consultation de neurologie, est-ce qu'on a pris tous les patients? Est-ce qu'on en a pris 1 sur X, 1 sur 2, 1 sur 3? Est-ce qu'on a pris seulement les patients qui étaient volontaires? Parce que ça peut induire bien sûr un biais. Ou alors, est-ce que ça a été une sélection aléatoire? On a tiré au sort parmi ceux qui répondaient aux critères. Donc ça, c'est les 3 infos que vous devez penser à rechercher, qui ne font pas strictement partie des critères d'inclusion, mais qui sont, à mon avis, importants à aborder quand on parle de la sélection de l'échantillon. Donc, comme je viens de le citer, bien sûr, le deuxième groupe d'informations, c'est tout ce qui répond aux critères d'inclusion, critères d'exclusion, mais ça, vous le savez bien, vous savez où aller les chercher.
Donc dans le matériel et méthode, vous allez retrouver la liste. Il faut reprendre tous les éléments. Si on vous les demande, il faut tout citer. Il ne faut pas se poser de questions. Vous, dans votre réflexion, vous allez essayer de vous demander, c'est pas toujours facile, si, grosso modo, c'est des critères pertinents par rapport à ce qui est étudié. Bon, ça, c'est un peu subjectif, on n'a pas toujours les connaissances pour se prononcer là-dessus. Par contre, ce qui est facile à regarder, c'est de savoir si c'est des critères précis. C'est-à-dire, en gros, des critères d'inclusion qui permettent à tout le monde, dans tous les centres, de sélectionner les mêmes sujets, des choses qui vont être comprises par tous de la même façon. Donc, s'il s'agit d'une maladie, faut que la définition elle soit précise, qu'on sache exactement à quoi ça correspond. Le plus facile dans ce cas-là, c'est de choisir des critères consensuels, des critères diagnostiques, OMS par exemple, les stades d'une classification internationale, ça correspond à quelque chose qui est la même chose pour tout le monde. Si on sélectionne sur des signes cliniques, il faut que ce soit des signes spécifiques, et puis si possible plutôt des signes objectifs, mesurables. Il y a des choses qui sont moins faciles. L'asthénie, par exemple, ça va quand même être un petit peu plus subjectif que quelque chose qu'on peut chiffrer. Et si c'est confirmé, si un des critères d'inclusion correspond à un résultat d'examen complémentaire, autant que possible, on voudra que ce soit de la même façon, un examen complémentaire qui soit avec un seuil précisément défini, et puis un examen complémentaire qui soit validé par rapport à la pathologie en question, pas quelque chose qui ait rien à voir. Donc vraiment essayer de se dire, il faut que les critères soient précis, il faut que ce soit compris par tout le monde pareil, ça ne doit pas laisser la place à l'interprétation. Et puis la deuxième petite chose par rapport aux critères d'exclusion, on dit souvent qu'il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, sinon on a bien sûr une population, un échantillon sélectionné qui est plus très représentatif de la population générale si on a éliminé tout un tas de comorbidités ou de traitements associés. L'échantillon qu'on aura sélectionné, il n'existera pas dans la population générale si on a trop limité avec les critères d'exclusion. Une fois que j'ai dit ça, si on reprend par rapport à la question ici, donc on vous demande les points forts, les points faibles. Alors je crois que là, le plus facile, finalement, c'était de relever les points faibles. Surtout après ce que je viens de vous dire, vous voyez que si vous reprenez les critères d'inclusion, justement, c'est pas du tout précis. Les critères diagnostiques qui sont proposés sont particulièrement imprécis. On vous parle de symptômes neurologiques de la maladie, sans préciser quels symptômes. Il n'y a pas du tout de description ou de définition qui soit proposée pour vous aider. On vous parle d'anomalies sur les examens complémentaires en vous proposant différents examens complémentaires qui soient possibles et en ne citant pas dessus quelles sont les anomalies en question qui correspondent aux critères. On vous dit juste donc anomalies sur les examens complémentaires, comme on vous avait dit simplement symptômes neurologiques pour le critère clinique. Ça peut correspondre à beaucoup de choses, c'est pas facile pour inclure un échantillon homogène dans un essai. Pareil, les examens complémentaires, finalement, on voit qu'ils ne sont pas systématiques. Certains vont en avoir eu, d'autres pas. Ceux qui en auront eu, ce ne sera pas tous les mêmes examens complémentaires. Là aussi, il y a une grande hétérogénéité, beaucoup de liberté. Et ce n'est pas très cadré donc, dans les critères d'inclusion. En plus, il n'y a pas, donc, comme j'ai dit, certains en auront eu, d'autres pas. La confirmation par un examen complémentaire n'est pas indispensable. Enfin, donc les autres, le quatrième critère, c'était sans autre explication, donc a priori sans autre pathologie en cause. C'est pareil, là, c'est assez imprécis, il n'y a pas de choses qu'on élimine en particulier, pas de pathologie ou de diagnostic différentiel qu'on cherche à éliminer en particulier. Le troisième élément qui était donc proposé par le CNCI pour justifier les points faibles, donc on a dit la définition imprécise des critères cliniques, pareil, l'imprécision en ce qui concerne les examens complémentaires. Et puis la troisième chose, c'était l'absence de référence. Justement, j'ai dit, c'est bien quand, soit quand il y a une référence à une classification qui est internationalement reconnue, soit à des critères diagnostiques validés, ou alors tout simplement même des références à d'autres études qui auraient peut-être déjà défini les choses de façon plus précise. Ça, c'est autorisé. On peut citer
qu'on va se rapporter à la méthodologie d'un autre article, à des critères d'inclusion d'un autre article. Ça peut être une façon de justifier aussi, de dire, ben voilà, on va prendre tel critère clinique parce qu'il a été montré dans cet article qu'il est pertinent. Donc là, il n'y a aucune référence, ni dans les définitions par rapport aux critères ou aux classifications, ni référence bibliographique. Bon, les points forts, quand même, dans un deuxième temps. Là, ce qui était proposé, c'était d'abord le choix de l'étude. Donc ça, c'était peut-être un petit peu moins facile d'y penser, même si l'article le souligne. En fait, les auteurs, en justifiant leur choix, ils vous mettent sur la piste pour prouver que ça, c'est un choix pertinent. Donc c'est une étude qui est menée du 1er mars 1993, on vous dit, au 31 décembre 1995. Et puis c'est pertinent par rapport à la date d'introduction des grandes campagnes de vaccination en France. Parce que bien sûr, si on l'étudie à distance, comme l'exposition au vaccin aura été faible, ce sera beaucoup plus difficile de mener l'étude à bien. Donc quand je vous dis que c'est important, quand on vous parle des modalités de sélection de l'échantillon, de raisonner d'une part en termes de critères d'inclusion, mais aussi toujours de vous poser la question de où s'est fait l'étude et quand, et ça, c'est des choses aussi qui peuvent être justement des critères à soulever. Idem, par exemple, ça aurait pu être un point faible si l'étude avait été réalisée que dans des pays où les examens auraient été moins développés. Ou si on cherche à appliquer des conclusions à la population française, alors que l'étude a été réalisée dans un tout autre type de pays, par exemple dans des pays asiatiques, on ne va pas pouvoir transposer. Donc ça, c'est important, je pense, toujours à un moment de se poser cette question. Voilà, et donc le deuxième point qui pouvait être soulevé, bon, même si là c'était pas proposé par le CNCI, mais je pense que c'est bien de citer que le lieu c'est aussi un élément positif puisque c'est bien une étude qui a été faite dans un pays où il existait des campagnes de vaccination. Ça aurait été moins pertinent de le faire à un endroit où les gens étaient peu vaccinés ou vaccinés au cas par cas. Donc je pense qu'on a repris les points principaux concernant les points faibles et les points forts, et puis qu'on a donc refait un petit peu le point sur ce qui est important de rechercher et de se poser comme question quand on parle des modalités de sélection. Donc ensuite, la question 4, cette fois-ci, on vous demande de commenter le choix du groupe témoin. Donc toujours en suivant notre grille de lecture, on a abordé la population, on a vu les cas, on passe donc au deuxième groupe dans l'étude cas témoin, les témoins. Là, je dirais 2 points qui doivent absolument vous venir à l'esprit quand vous réfléchissez sur les témoins. Les témoins, ils ont été choisis par rapport au cas. Pour chaque cas, on va choisir un certain nombre de témoins correspondants. Donc, en fonction de quoi, quels sont les critères d'appariement qui ont été choisis donc pour faire correspondre à chaque cas un ou plusieurs témoins. Et puis la deuxième question, qui est importante à préciser, parfois on n'y pense pas, ça va être de dire combien, donc quel est le nombre de témoins attribués par cas. Ça, c'est les 2 éléments. À quoi ça correspond? En fait, on est dans une étude épidémiologique. On veut étudier un petit peu l'impact d'une exposition, donc ici l'exposition au vaccin de l'hépatite B, et essayer de comprendre si ça a un rôle dans la survenue d'épisodes de démyélinisation avec tout ce qu'on a en tête derrière par rapport aux polémiques qu'il y a pu y avoir sur le lien avec la sclérose en plaques. Pour étudier ce point-là, savoir s'il y a un lien entre les deux, entre la vaccination et l'épisode de démyélinisation, ce qu'on veut, c'est prendre 2 populations. On a la population de cas qui a la pathologie, la population de témoins qui ne l'a pas, et ce qu'on veut, ce qu'on espère, c'est que ces cas et ces témoins soient les plus proches possibles l'un de l'autre, le plus identiques possible, sauf pour une chose, qui soit l'exposition au vaccin. Dans l'idéal, on voudrait que ce soit exactement les mêmes sujets, mais que tous les cas aient été exposés au vaccin et les témoins ne le soient pas. Comme ça, on a la relation de causalité flagrante. Pour pouvoir être sûr que la différence entre la survenue de la maladie ou l'absence de la maladie soit bien liée au vaccin, il faut que sur les autres paramètres, les cas et les témoins soient le plus similaires possible. C'est pour ça qu'on va choisir un certain nombre de critères d'appariement, comme je l'ai dit, pour faire en sorte que nos cas et nos témoins se ressemblent le plus. Donc ici, on vous demande de commenter le choix du groupe témoin. Votre premier réflexe, c'est de vous pencher sur ces critères d'appariement et de les citer.
et vous retrouvez dans le texte que les témoins ont été appariés sur l'âge, sur le sexe et sur la date de consultation. Ce qui paraît assez pertinent parce que ce soit l'âge ou le sexe, ça peut effectivement être un facteur qu'influence ou qui a un lien avec la maladie, la démyélinisation. Donc, comme j'ai dit, les critères d'appariement, le but c'est de rendre nos cas et nos témoins les plus comparables possibles, sauf pour l'exposition qu'on étudie. En particulier, pour éviter qu'il y ait des facteurs de confusion qui se glissent, on va souhaiter que nos cas et nos témoins soient identiques sur les autres facteurs de risque, les facteurs de confusion, les facteurs pronostiques. Tous les autres facteurs dont on sait qu'ils ont une influence par rapport à la survenue de la maladie, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient identiques pour nos cas et nos témoins. Donc, par rapport à un épisode de démyélinisation, ce sera bien d'essayer d'avoir le même nombre de femmes, par exemple, dans chaque groupe. Si c'est une pathologie qui est liée à l'âge, on ne voudra pas avoir des cas qui soient jeunes, des témoins qui soient âgés, ou plutôt l'inverse. Ça risque bien sûr d'être un facteur de confusion et de fausser notre étude. Donc si on sait que l'âge a un impact, on fait en sorte que la moyenne d'âge soit la même dans nos deux groupes de cas et de témoins. On vous demande ensuite de faire un petit commentaire. Donc, qu'est-ce qui nous pose un petit peu problème? Donc, on a dit ce qui est bien, c'est effectivement qu'ils soient appariés sur l'âge, le sexe, ça nous paraît assez pertinent. Par contre, ce qui est un petit peu moins bien, c'est quand même que les témoins soient recrutés également à la consultation de neurologie. Finalement, ce n'est pas des témoins de la population générale, c'est quand même des témoins qui, certes, n'ont pas de démyélinisation, mais qui ont quand même une autre pathologie neurologique. Et puis, est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas de la démyélinisation? On peut estimer que peut-être il y a une incertitude à ce niveau-là. Là encore, comme tout à l'heure pour la définition des cas, c'est important que les témoins aussi ils soient précisément définis. On vous donne une liste de choses qu'on ne veut pas qu'ils aient. Là aussi, cette liste elle est assez imprécise. On vous dit qu'il ne faut pas donc qu'ils aient qu'ils aient une contre-indication à la vaccination. Donc ça, on comprend bien, parce que ça aurait été un biais qui aurait fait qu'ils n'auraient pas eu de vaccination parce qu'ils avaient une contre-indication, c'est embêtant. Et puis on vous dit aussi qu'ils doivent consulter pour des maladies qui sont non liées à la vaccination. Ça reste là encore quelque chose qui est très flou. Donc, globalement, la chose qu'il faut absolument rechercher quand vous vous penchez sur la question des témoins, ça va être de dire, le plus souvent, on veut que nos témoins ils correspondent à la population générale, aux gens non malades. Et là, ça, c'est ce à côté de quoi il ne fallait pas passer. Ce n'est pas le cas. Ensuite, la question de la précision des critères, c'est toujours vrai. Quand vous parlez de la sélection de l'échantillon, quel que soit le type d'étude, quand vous parlez des cas ou quand vous parlez des témoins, c'est quelque chose que vous devez vous demander. Donc là, on reprend notre petite grille de lecture. On a précisé un petit peu les caractéristiques de la population. Bien sûr, ensuite, ce qui doit être bien défini dans le matériel et méthode, c'est ce qu'on étudie. Donc ici, c'est l'exposition au vaccin de l'hépatite B, c'est-à-dire il faudra ici que ce soit défini. Qu'est-ce qu'on entend par vaccination? Est-ce que c'est le schéma complet? Est-ce que c'est avoir reçu une seule injection? Vous voyez que pour que ce soit compris de la même façon par tout le monde, il faut que le facteur de risque il soit également défini. Donc le facteur de risque ou l'exposition, bien sûr, en fonction de si on est dans une étude de cas témoins ou dans une étude cohorte, on pourra parler de l'un ou de l'autre. Et puis si possible, le mieux c'est que ce paramètre qu'on étudie, cette exposition ou le facteur de risque, si possible que ce soit un facteur mesurable, là encore quelque chose d'objectif plutôt que quelque chose de subjectif. Ça, c'est souvent une petite chose qu'on peut citer aussi. Quatrième point, j'ai mis le suivi. Donc ça, c'est un point important dans les études épidémiologiques, quelque chose que vous pouvez facilement avoir à discuter. Est-ce que le suivi est adapté? Exemple, dans une étude de cohorte, on s'intéresse à la survenue d'un événement. Est-ce qu'on a suivi notre cohorte pendant assez longtemps pour donner la chance à l'événement d'arriver? Si le suivi est trop court et que l'événement ne survient pas, bien sûr, ce n'est pas pertinent. Pareil ici, on recherche une relation entre une maladie et une exposition antérieure. La question c'est, est-ce qu'on est remonté assez loin? Est-ce que la période antérieure qu'on a étudiée est pertinente
par rapport à la pathologie et aux liens qu'on suspecte. Bon, parfois c'est facile de le commenter, parfois en fonction des connaissances qu'on a, c'est moins facile. En tout cas, c'est toujours bien de citer, de dire que la durée de suivi vous paraît adaptée ou pas. On arrive au 5e point, très important, le recueil des informations. Donc ça, là, on touche vraiment à la méthodologie de l'étude. Comment est-ce que les investigateurs ont procédé pour rassembler les éléments qui les intéressaient. Et ça rejoint la question 5 de l'article. Que pensez-vous de la qualité de du recueil d'informations concernant le facteur d'exposition? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point de la grille de lecture, donc, concernant le recueil des informations dans une étude épidémiologique? La première chose, c'est que bien sûr, les modalités de recueil, elles doivent être les mêmes pour les deux groupes, pour le groupe de cas et le groupe de témoins. Sinon, il y a un biais dans notre méthodologie, il y a un biais d'évaluation ou un biais de suivi si on n'a pas procédé pareil avec chacun des deux groupes. Pour ça, le mieux, pour que les modalités de recueil soient comparables, le mieux c'est d'essayer de procéder de façon standardisée. Donc ça implique, en fonction de l'outil qu'on utilise, soit un questionnaire standardisé, qui sera donc le même pour tous, soit un investigateur qui a été formé pour procéder toujours de la même façon, donc poser les mêmes questions pour ne pas induire des réponses différentes en fonction des cas et des témoins, pour éviter un biais de subjectivité. Ensuite, le point important, et ça c'est pareil, ça revient dans un certain nombre d'études, c'est est-ce que ça a été réalisé en aveugle? Ça aussi, c'est une garantie par rapport au biais. Donc, est-ce que le recueil s'est fait en aveugle ou est-ce que l'investigateur savait si le patient appartenait à un groupe de cas ou à un groupe de témoins? Ça, là encore, ça l'influence et il y a un risque de biais de subjectivité. Donc, le respect de l'aveugle, des modalités de recueil, si je résume, qui sont comparables pour les deux groupes, qui sont pour cela standardisées, et puis un recueil qui se réalise en aveugle. Ça, c'est les choses qui nous permettent de nous garantir, de nous prémunir devant tout risque de biais, ou devant le maximum de risques de biais. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on essaye d'être rigoureux dans le recueil? C'est parce que, pour s'assurer que la méthodologie soit de qualité, que le recueil ait été bien mené, le but étant d'avoir à la fois un recueil exhaustif de l'information, d'obtenir l'info pour chacun des cas, chacun des témoins, de ne pas laisser passer quelque chose, et puis aussi d'avoir un recueil fiable, que les informations qu'on ait obtenues soient des informations certaines, des informations validées, qui puissent être confirmées, et quelle est l'idée qu'on a derrière la tête là-dessus? C'est là aussi, si possible, avoir des informations qui sont objectives plutôt que subjectives, avoir des documents pour le prouver plutôt que d'avoir des informations déclaratives, parce qu'on se méfie en particulier du biais de mémorisation différentielle, qui est un biais à toujours avoir en tête dans les études cas-témoins, en se disant que les cas peuvent rechercher dans leur mémoire des informations de façon plus précise que les témoins, parce qu'ils sont plus motivés pour comprendre puisqu'ils sont malades, alors que les témoins vont peut-être un petit peu moins se poser la question, un petit peu moins chercher les documents chez eux. Donc ça va être le biais de mémorisation différentielle qui fait qu'on n'aura pas forcément accès à une information aussi complète et aussi fiable chez les cas et les témoins. Ça, c'est les quelques éléments que vous pouvez avoir en tête au moment donc, où vous réfléchissez à cette question. Si on reprend ensuite par rapport à l'article, là, vous voyez que justement, c'est un petit peu ça le problème. Dans cet article, on a beaucoup de données qui sont déclaratives et assez peu de données objectives. On est obligé de faire confiance à ce qu'auront dit les patients. Et ce, malgré les efforts des auteurs, par ailleurs, puisque ce qu'ils recherchent, c'est de savoir si le patient a été vacciné ou pas. Les moyens qu'ils utilisent, ils vous les citent, donc vous devez les remettre ici. Et ils demandent à avoir une copie des certificats de vaccination. Ils interrogent donc les personnes en leur envoyant un questionnaire. Ils les relancent par téléphone et ils prennent le soin de contrôler la reproductibilité de l'information à 1 an avec un nouvel interrogatoire. Mais malgré tous ces efforts et malgré le fait qu'ils réclament un certificat, donc une preuve objective, là, on note que le document objectif il est obtenu que pour 42% des sujets, donc c'est loin d'être la majorité. Pour les autres, ce sont des données purement déclaratives, donc les cas et les témoins ont cherché dans leur mémoire, et parmi ces données déclaratives, elles n'ont pu être vérifiées
que pour 137 sujets. Ce qui nous amène, donc, on l'a dit, quel est le problème d'une donnée déclarative? C'est que la mémorisation, elle n'a pas forcément été la même dans les deux groupes et que l'effort pour se rappeler n'est pas forcément le même non plus. Donc il y a un risque de biais. Les cas auraient pu rechercher de façon plus active dans leur antécédent une vaccination, même s'il ne s'agit que d'une seule injection. Et ils peuvent mieux s'en rappeler parce qu'ils y auront plus réfléchi du fait qu'ils sont malades. Et c'est d'ailleurs un biais que les auteurs soulignent dans la discussion, dans le 4e paragraphe. Donc quand vous cherchez des biais, il faut en particulier aller voir dans la discussion si jamais il y a quelque chose qui est cité à ce moment-là pour vous mettre sur une piste. Donc là, vraiment, pour le recueil d'informations dans une étude épidémiologique, encore une fois, si possible, avoir des informations qui sont objectives plutôt que subjectives, et se rappeler que dans les cas et les témoins, il y a un biais de mémorisation différentiel qui peut entraîner finalement une discordance entre les réponses des deux groupes et qu'il faut s'en méfier. C'est vraiment un des premiers biais à citer dans ce type d'étude. Et ici, c'était un petit peu la perche qu'on vous tendait avec cette question, pour embrayer sur cette notion que vous connaissez bien. Donc, on progresse dans notre grille de lecture, on voit qu'on a déjà bien débrouillé tout ce qui concerne le matériel et méthode, on arrive à la partie résultats. Les points que j'ai soulignés dans la partie résultats, donc c'est d'abord, et c'est ce qui ressort en premier finalement dans votre paragraphe résultat, de se pencher sur les caractéristiques de l'échantillon, finalement avec ce qu'on avait fixé comme critère, quelle population on a sélectionné. Et puis toujours, pareil, quel que soit le type d'étude, toujours cette notion de comparabilité des groupes. Donc on va voir ça avec la question 6, qui était justement de vous demander, à partir du tableau 1, commenter la comparabilité des cas et des témoins. Si on reprend un petit peu de méthodologie, donc c'est vrai que ces informations concernant la caractéristique ou la comparabilité des groupes, c'est des choses que vous pouvez étudier pas mal avec le tableau 1, qui en général va vous permet d'avoir une vision globale assez rapide de l'ensemble de ces informations. Puis bien sûr, vous pouvez toujours vous référer au texte, il y a parfois des petites informations complémentaires ou des commentaires que vous pouvez utiliser. Donc, la comparabilité des groupes, le tableau 1 c'est pratique, vous avez une colonne les cas, une colonne les témoins, et vous essayez de voir dans chaque groupe s'il y a des discordances. Un réflexe quand vous voyez dans la question le mot comparabilité, la comparabilité elle est importante au moment initial, au début de l'étude, et ça c'est très bien résumé par le tableau 1, elle est importante aussi finalement au fil de l'étude. Cette comparabilité elle doit se maintenir. Donc la comparabilité initiale au moment de l'inclusion, j'ai dit c'est le tableau 1. Donc ce qui va être particulièrement important, ça va être d'essayer de regarder en particulier pour les facteurs qui sont des facteurs pronostiques, tous les facteurs qui pourraient être des facteurs de risque ou des facteurs de confusion, essayer de voir si les groupes sont comparables. Parce que dans un essai thérapeutique, si bien sûr il y a un groupe qui a tous les facteurs de bon pronostic, le groupe tous les facteurs de mauvais pronostic, il y a des chances que vous ayez une meilleure réponse dans le groupe avec les facteurs de bon pronostic et que ce ne soit pas lié au traitement pour autant, donc c'est un biais. Donc c'est ça que vous devez rechercher. Pareil là, dans votre étude cas témoin, vous cherchez à voir si le problème c'est la vaccination. Si jamais il y a un autre facteur de confusion qui se glisse et qui est différent entre les groupes, ça va fausser votre analyse. Donc, je rappelle que dans le tableau 1, les tests statistiques ne sont pas obligatoires pour juger. Parfois, ils sont cités, comme c'était le cas ici. Parfois, ils ne le sont pas, comme c'est le cas dans le deuxième article qui est en ligne. C'est pas obligatoire. Pour vous, par contre, c'est une aide pour voir quand il y a une différence, si elle est significative ou pas entre les deux groupes. Qu'est-ce qui se passe si les groupes ne sont pas comparables sur un élément ? Ça induit un biais. Et si on a sélectionné deux échantillons qui sont différents, c'est qu'il y a eu un biais dans la sélection. Comment est-ce qu'on peut éviter ce risque de biais ? Deux moyens. Avant d'inclure et de sélectionner les patients, donc on peut randomiser pour faire en sorte, parce que normalement, avec la randomisation et donc l'attribution aléatoire dans un groupe ou dans l'autre, on devrait constituer des échantillons identiques. Ce n'est pas une règle fiable à 100%, mais normalement, vous allez mettre autant de femmes dans un bras que dans l'autre. Vous allez avoir le même sexe ratio si vous procédez par randomisation de façon aléatoire. Vous n'allez pas vous retrouver avec toutes les femmes dans un échantillon et par exemple tous les hommes chez les témoins.
Donc ça, c'est le moyen a priori, avant la sélection, avant la constitution des groupes. Le deuxième moyen, pour en tenir compte, finalement, c'est a posteriori, une fois que vous avez vu qu'il y a ce biais, qu'il y a cette différence, c'est de faire des études qui soient ajustées au moment de l'analyse statistique, faire un ajustement sur ce facteur pour le prendre en compte dans votre analyse et pas le laisser fausser le résultat. Donc comme je l'ai dit, quand on parle de comparabilité, ensuite ce qu'il faut, c'est vous interroger aussi sur la comparabilité au fil de l'étude. Donc ça, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, en particulier dans le recueil des informations, ça doit se faire de façon comparable également. Vos deux groupes doivent bénéficier du même suivi, les mêmes examens, etc. On doit être aussi rigoureux dans un groupe que dans l'autre, sinon ça introduit un biais d'évaluation, s'ils n'ont pas été suivis de la même façon. Pour ça, le meilleur moyen de traiter, d'analyser et de suivre chacun des groupes de la même façon, c'est de procéder en aveugle. On n'est pas tenté de faire une différence, par exemple, entre les cas et les témoins. La dernière chose à vérifier, c'est qu'il reste une comparabilité finale au moment de l'analyse. La comparabilité finale, c'est deux choses. C'est vérifier que votre groupe analysé à la fin, il est identique à celui du début, donc dans chaque bras, vous n'avez pas perdu la moitié de l'effectif. Et puis, c'est vérifier, là encore, que chaque groupe final va être étudié, analysé de la même façon. Toutes les méthodes restent comparables. Ensuite, si vous reprenez votre tableau 1, vous allez procéder ligne par ligne en vous demandant à chaque fois, rapidement, si, bien sûr, pour chaque critère, les groupes sont comparables. Et puis, si ça ne l'est pas, d'abord, est-ce que la différence a l'air d'être significative? Donc là, ça vous aide s'il y a le petit p. Et enfin, si c'est significatif, est-ce que ça a un impact? Est-ce que effectivement c'est un facteur de confusion ou est-ce que c'est une information finalement qui n'est pas très importante? Donc ici, si on reprend le tableau 1, qu'est-ce qu'on voit? Donc d'abord, pour juger effectivement de l'appariement, on voit par rapport à la constitution de nos deux groupes que les critères d'appariement ont été respectés puisque les groupes sont identiques en termes d'âge et de sexe ratio. Bon, le troisième critère qui était sur la date de consultation, finalement, c'est plus méthodologique pour eux, donc pour faciliter la réalisation de l'étude, il n'est pas cité dans le tableau, mais ça n'a pas une grande importance. Ce qui nous intéresse, c'est en particulier les facteurs qui sont différents d'un groupe à l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on relève? On relève l'habitat. On voit que les témoins vivaient plus souvent en milieu urbain et on vous donne le petit p qui est significatif. Or, ça, c'est discuté dans l'article, donc vous pouvez reprendre cette notion. On vous dit que l'exposition à la vaccination est moins importante dans la population dont sont issus les cas. Et les auteurs ils font une hypothèse qui est que cette différence elle est justifiée par l'habitat, elle est liée à l'habitat rural parce qu'en fait, la vaccination c'est quelque chose de moins fréquent en milieu rural qu'en milieu urbain et que donc ça a peut-être sous-estimé l'exposition dans ce groupe-là. Finalement, le groupe K aurait été moins exposé à la vaccination que le groupe témoin. Donc ça, vous ne le concluez pas directement du tableau, parce que pour vous, de savoir que c'est lié à l'habitat urbain ou rural, ça ne vous donne pas forcément une hypothèse comme ça en tête directe. Par contre, en lisant l'article, vous vous rappelez qu'à un endroit, ça a été discuté, que les auteurs ils font un commentaire par rapport à ça. Donc là, c'est bien de rechercher rapidement où est-ce que c'était noté et de vous en resservir. Le deuxième point qui est différent d'un groupe à l'autre, c'est les antécédents familiaux de CEP. Et ça, là par contre, en général, vous avez les connaissances nécessaires pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'un petit peu embêtant, qu'il y ait des antécédents familiaux de CEP dans le groupe des cas et pas dans le groupe des témoins quand on étudie un problème de démyélinisation. Ça, c'est quand même une différence dont vous vous rendez bien compte qu'elle pourrait être un facteur de confusion. Et là, ça va pouvoir vous permettre de citer éventuellement qu'en plus, elle n'a pas été prise en compte dans l'analyse, cette différence. Vous la voyez dans le tableau et ça, c'est pas étudié, c'est pas discuté dans l'article. Donc, question 1, donc la question 6 sur le tableau 1, la méthode, c'est de reprendre ligne par ligne, de voir les facteurs qui sont différents d'un groupe à l'autre, et puis de vous demander, est-ce que la différence est significative, est-ce que ça a un impact? Et il faut se poser la question, ligne par ligne, bien sûr, et essayer de faire un commentaire, soit que vous avez en tête, soit en recherchant quelque chose que les auteurs ont pu discuter dans l'article.
Donc, avant de passer à la question 7, je refais juste un petit point sur les éléments qui restaient dans la grille de lecture. Donc, globalement, dans les articles épidémiologiques, vous allez souvent avoir une analyse statistique qui est d'abord faite en univarié puis en multivarié. Dans l'analyse univariée, vous vous intéressez à un élément. Vous étudiez finalement chacun des éléments un par un pour savoir s'il y a un lien ou pas, s'il y a une association avec la survenue de la maladie ou pas. Et pour chaque facteur que vous avez soupçonné pouvoir être en cause dans la survenue de la maladie, chaque facteur de risque que vous avez soupçonné, vous voyez s'il y a une association ou pas, si elle est significative ou pas. Donc vous avez pris chaque facteur de risque un par un, vous avez fait autant de tests. Et le plus souvent dans l'étude épidémiologique, il y a un deuxième temps avec une analyse multivariée qui consiste à garder de votre premier temps statistique tous les facteurs qui étaient significatifs dans l'analyse univariée et à les reprendre ensemble dans l'analyse multivariée pour voir quels facteurs ressortent de façon indépendante. C'est-à-dire, finalement, éliminer deux facteurs qui n'étaient pas des facteurs de risque individuels, mais qui se ressemblaient ou qui étaient liés l'un à l'autre. Donc l'analyse multivariée, ça va vous permettre de retenir dans la liste des facteurs de risque significatifs en analyse univariée les seuls facteurs de risque qui seront indépendants les uns des autres, éliminer en quelque sorte ceux qui font un petit peu doublon, double emploi. Le temps suivant, c'est la question de l'ajustement. Ça, c'est un moment important, on l'a dit, en particulier si on avait repéré au début qu'il y avait des potentiels facteurs de confusion, des choses qui pouvaient biaiser nos conclusions, c'est bien de faire une étude ajustée sur ces facteurs, c'est-à-dire si on se demande si la vaccination est un facteur de risque et qu'on sait qu'il y a dans notre population d'autres facteurs de risque, comme par exemple ici un antécédent familial, et c'est bien de faire une analyse ajustée sur ce facteur-là pour être sûr que ce ne soit pas lui qui provoque la différence entre les deux groupes. Donc on ajuste sur les facteurs de confusion potentiels qu'on a identifiés. Donc ça, vous allez souvent retrouver ces 3 temps dans l'analyse statistique d'une étude épidémiologique, et c'est important, c'est la méthodologie classique. Le dernier temps, ça va être de vous poser la question de la force de l'association. Donc, c'est-à-dire, vous avez évalué, mettons, que le paramètre étudié est un facteur de risque. Bien sûr, il y a des facteurs de risque qui sont plus importants que d'autres, comme par exemple, si on prend l'exemple du cancer du côlon, vous savez qu'il y a des groupes qu'on estime être au risque, et puis qu'il y a toute une échelle jusqu'à la population générale qui a le risque minimum. C'est pas la même chose si on est déjà atteint d'une polypose, par exemple, familiale, ou d'un syndrome HNPCC identifié. Là, on est dans le groupe à plus haut risque. Donc, c'est de se poser la question, justement, entre 2 ou 3 facteurs de risque identifiés, quel est le facteur le plus important? Donc ça repose sur la force de l'association. C'est quelque chose qu'on va souvent vous demander de commenter. Et puis là, en général, ça, on sait bien le faire. On utilise l'odds ratio ou le risque relatif et on commente. Donc, est-ce que ça a l'air d'être vraiment un facteur de risque fort? Est-ce que c'est significatif en utilisant les intervalles de confiance? Donc, vraiment, dans la partie résultat, c'est ces différents temps qui sont importants. Et puis vous allez souvent utiliser le résultat global à la fin et directement vous servir ensuite de la force de l'association avec le risque relatif. Vous n'oublierez pas, quand vous serez dans le moment du résumé, de vous servir bien sûr des valeurs chiffrées pour tout ça, de donner les résultats numériques. Ensuite, on passe à la dernière partie, donc, qui est la discussion. La discussion, qui est parfois une partie qu'on peut lire un petit peu plus vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui portent sur la discussion. Néanmoins, c'est important, surtout parce que ça peut vous donner des idées de biais à discuter, entre autres. Vous pouvez aller les rechercher dedans. Et puis c'est là aussi que vous pourrez avoir parfois quelques informations des auteurs justement sur la signification statistique ou clinique des résultats, l'applicabilité de leur étude, la validité, ce qui reste à faire, etc. Ça peut vraiment vous donner des pistes pour répondre
à certaines questions. Donc ça rejoint notre question 7 qui était commenter les significations statistiques et cliniques du résultat principal de l'étude. Donc la question elle est assez précise. Le mieux ça va être de procéder en deux temps, le statistique puis le clinique. Concernant la signification statistique des résultats, donc ça en général pas de problème. Vous savez bien dire, ça on a bien retenu, que le résultat il est significatif si pour une variable on a un petit p inférieur à 0,05. Puis là, ce qui est important, c'est de se dire que le résultat, il est bien sûr d'autant plus significatif que la différence est grande entre les deux groupes. Donc le petit p est petit. Donc ça, c'est quand c'est exprimé sous forme de petit p. Ici, on a aussi parlé des risques relatifs. Donc j'ai cité tout à l'heure risque relatif ou odds ratio. Donc je rappelle au passage que on va utiliser l'odds ratio ici pour une étude cas témoin, ce qui est adapté, et qu'on va parler en termes de risque relatif quand on est dans l'étude de cohorte. Comment est-ce qu'on interprète le risque relatif, l'odds ratio? Toujours pareil, il faut, pour que ce soit significatif, que l'intervalle de confiance à 95% ne comprenne pas 1. Donc ça, c'est une question qui tombe assez souvent, qui est encore tombée en 2011, donc bien maîtriser ça. Et puis, deux choses, plus le risque relatif est élevé ou plus l'odds ratio est élevé, plus c'est un facteur de risque identifié. Un risque relatif à 1,5 ou à 10, bien sûr, ça ne donne pas la même puissance au facteur de risque. La deuxième chose, c'est que plus, du point de vue de la significativité, cette fois-ci, vous allez juger sur l'intervalle de confiance. Plus il est étroit, plus votre résultat est significatif, parce que plus vous avez une estimation précise du risque. S'il y a une grande fourchette, c'est de moins en moins significatif, et si la fourchette elle va jusqu'à englober le 1, là c'est carrément plus du tout significatif. Ici, ce qu'on pouvait dire sur le plan statistique, c'était, donc si on reprend ces éléments-là, on voit que l'étude ne met pas en évidence de relation significative entre la vaccination contre l'hépatite B et la démyélinisation du SNC. Vous pensez bien à justifier vos résultats, donc vous utilisez les valeurs chiffrées de l'article. Les résultats ils étaient donnés sous forme de deux périodes d'exposition. Dans la période 0,60 jours, vous aviez un odds ratio à 1,7 avec un intervalle de confiance de 0,5 à 6,3. L'intervalle de confiance englobe 1, ce n'est pas significatif. Dans la deuxième partie, vous aviez un odds ratio à 1,5 avec un intervalle de confiance de 0,5 à 5,3. Là encore, ça englobe 1, c'est pas significatif. Donc certes, l'odds ratio, il est supérieur à 1, ça a l'air d'être un facteur de risque modéré, parce qu'on est juste à 1,5, 1,7, mais vous regardez l'intervalle de confiance et vous voyez que ce n'est pas significatif. Ensuite, qu'est-ce que vous devez penser avoir comme réflexe de regarder pour savoir s'il y a une signification statistique? Pour que ce soit significatif, il faut aussi qu'il n'y ait pas eu de biais, de biais méthodologique dans l'étude. Or ici, ça peut se discuter. On a dit qu'il y avait quand même le biais de mémorisation, entre autres. Ensuite, la significativité, elle dépend aussi de la taille de l'échantillon. Plus vous avez procédé sur un grand échantillon, plus une différence mise en évidence, même si elle est petite, est significative. Si jamais vous êtes comme dans ce cas ici, devant un résultat non significatif, vous allez vous poser la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas significatif. Il y a différentes raisons. Soit c'est qu'il n'y a pas d'association, certes, mais peut-être qu'il y en avait une et qu'on n'a juste pas réussi à la mettre en évidence. Pourquoi? Parce que notre essai manque de puissance, que l'échantillon était trop petit, qu'il y a eu trop de biais méthodologiques, ou alors parce que malheureusement le hasard a fait qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence la différence. Le deuxième temps de la question, c'était de discuter la signification clinique des résultats. Pourquoi? Parce qu'une différence, même si elle est statistiquement significative, ça ne veut pas forcément dire qu'elle correspond à quelque chose qui est cliniquement significatif. Donc il faut essayer de voir le raisonnement, le retentissement en clinique que ça va avoir, c'est-à-dire en termes de réduction du risque ou de nombre de sujets à traiter pour éviter un événement. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une information que vous allez pouvoir appliquer? Essayez de raisonner par rapport à la pratique quotidienne. Donc, est-ce que ça concerne la population à laquelle vous êtes confronté? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Est-ce qu'on a
Ou est-ce qu'au contraire, justement, notre échantillon était trop sélectionné et que ça ne s'applique pas directement en pratique quotidienne? Est-ce qu'il y aura un bénéfice à adapter la pratique? Enfin, le dernier point qu'on pourrait citer, c'est est-ce que ce qu'on a conclu sur notre échantillon est généralisable à la population cible, c'est-à-dire la population générale. Et ça, bien sûr, ça dépend de la validité interne et de la validité externe de votre article, c'est-à-dire de la qualité méthodologique et puis de la concordance avec les autres informations scientifiques. Donc si on reprend par rapport à cet essai-là, donc on a dit un résultat statistiquement significatif et pas forcément pertinent cliniquement. Ici, c'est un petit peu l'inverse. On a un résultat qui n'est pas significatif statistiquement. La question, c'est de savoir si pour autant, est-ce que ça élimine l'hypothèse? Est-ce que ça va nous permettre de dire que non, il n'y a pas de lien? Non, c'est difficile de conclure en clinique, en particulier parce qu'ici, on a peut-être un manque de puissance. C'est pas parce que statistiquement, c'était pas significatif qu'on peut rejeter l'hypothèse. Donc, la conclusion sur le plan clinique, c'est qu'ici, cette étude, avec ses biais et la méthodologie qui a été choisie, elle ne permet pas de donner une conclusion en termes cliniques adaptée, elle ne permet pas non plus de dire qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Ça, c'est voilà, ce que vous allez pouvoir conclure pour votre pratique, c'est qu'on ne peut pas non plus éliminer le lien. Donc, juste pour essayer de vous clarifier les idées sur la signification clinique. Autant répondre sur la signification statistique, c'est une réponse carrée. En général, on a la méthode, on sait quoi dire. Discuter la signification clinique des résultats, c'est souvent un peu plus difficile. Donc, moi, je vous donne 3 pistes. Je pense que quand on vous demande de discuter la signification clinique des résultats, c'est d'abord, le premier point, c'est d'essayer de se dire... J'essaye de quantifier le résultat, l'importance du résultat. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le niveau du risque relatif. Bien sûr, si vous avez mis en évidence qu'il y a un risque relatif avec une valeur élevée, qui a donc l'air d'être un facteur de risque fort, ça a beaucoup plus de signification qu'un facteur de risque avec un risque relatif à peine supérieur à 1. Donc ça, c'est essayer de quantifier l'importance de l'effet en clinique, entre un facteur de risque vraiment énorme, comme le tabac dans le cancer du poumon, ou un facteur de risque qui paraît plus accessoire, comme, par exemple, quelque chose dont qu'on a plus de mal à quantifier, comme la pollution. Ce n'est pas le même niveau, ça n'a pas la même conséquence sur votre pratique. Donc ça, c'est la quantification de l'effet. La deuxième chose, c'est discuter l'applicabilité des résultats dans votre pratique. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous posez la question, donc effectivement, est-ce que ça modifie votre pratique? Les éléments par rapport à ça, c'est de savoir est-ce que pour vous, là, les résultats obtenus, est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils vous intéressent? Est-ce que ça vous paraît convaincant? Est-ce que tous les facteurs autour ont été pris en compte, ou est-ce qu'on a laissé des biais potentiels, des facteurs de confusion dont on n'a pas trop discuté? Donc, est-ce que vous faites vraiment confiance aux résultats au point de l'appliquer dans votre pratique, ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a quand même des petites choses qui n'ont pas été abordées dans la réflexion et qui vous posent problème pour en arriver à l'appliquer dans votre pratique? La deuxième petite chose, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice à l'appliquer, ou est-ce que c'est une information qui certes est peut-être intéressante intellectuellement, mais qui n'a aucun retentissement sur la pratique. Donc ça, c'est pour donc le deuxième point qui était sur l'applicabilité. Est-ce que ça vous convainc et est-ce que ça a un sens dans votre pratique? Et la troisième chose, pour voir s'il y a un sens clinique au résultat, c'est de savoir est-ce que c'est généralisable à partir de l'échantillon jusqu'à la population cible. Et ça, pour savoir si c'est effectivement un résultat généralisable, vous pouvez tenir compte du niveau de preuve. Plus il est élevé, plus il y a de chances que ce soit effectivement généralisable. Ça reflète cette capacité à généraliser. Et ensuite, je vous ai parlé de validité interne, de validité externe. La validité interne, c'est est-ce qu'il y avait la qualité méthodologique nécessaire pour se permettre de généraliser de l'échantillon à la population. La validité externe, c'est est-ce que mon résultat est cohérent avec le reste de la littérature, avec les autres données? Est-ce que j'avais un échantillon représentatif effectivement de la population pour me permettre de généraliser? Donc je dirais que c'est les 3 points
vraiment quand on vous interroge sur la signification clinique, savoir est-ce que c'est un résultat qui est important, essayer de quantifier les faits, essayer de voir si c'est applicable, si ça peut avoir un retentissement dans votre pratique, et essayer de voir si vous avez effectivement le droit de généraliser de l'échantillon à votre population, en particulier en termes de méthodologie. Donc, les 3 éléments que vous pouvez peut-être, qui peuvent vous servir de piste pour répondre à ce genre de question qui n'est pas forcément une question facile. Donc, une fois qu'on a fait les questions, on en arrive au résumé. Donc, j'en profite d'ailleurs pour souligner que je pense qu'il vaut mieux procéder dans cet ordre-là, commencer par les questions qui représentent 80% de la note et finir par le résumé, parce qu'il vaut mieux avoir peut-être un petit peu moins bien réussi le résumé que d'avoir raté les questions. Et puis en plus, toute la première partie que vous allez avoir consacrée à réfléchir aux questions, ça va avoir mis en évidence des éléments importants de l'article, ça va vous permettre de mieux le maîtriser, et une fois que vous l'avez bien compris, c'est plus facile de le résumer rapidement. Donc ça me paraît être un gain de temps de procéder comme ça. Ce qu'on va faire ici pour la correction du résumé, c'est que j'ai repris ce qui est proposé sur le site du CNCI. Vous avez vu qu'il y a un petit résumé qui est proposé. Moi, j'ai essayé d'attribuer des points aux éléments qui me paraissent importants. J'en ai profité pour rajouter quelques petites choses qui, je pense, auraient pu être citées. Et puis, ce que je vous propose, c'est une sorte de grille pour avoir tous les éléments importants que vous devez rechercher pour constituer votre résumé. Bien sûr, ensuite, vous ajustez en fonction de l'article et des informations qui sont pertinentes et puis de ce qui est traité. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui doivent apparaître. Donc, on va essayer de reprendre cette grille et de voir comment ça s'appliquait ici au résumé qui est proposé. Donc, le résumé, si par rapport à la grille que je propose, classique, organisé en 4 parties, vous le savez bien, objectif, matériel, méthode, résultat, conclusion. Essayez d'avoir en tête la répartition à peu près de la durée pour chaque partie. Bien sûr, ce qui prend le plus de temps à écrire, c'est le matériel et méthode et les résultats. Je dirais même que c'est dans le matériel et méthode qu'il y a le plus de choses à mettre, donc c'est normal que ce soit votre partie la plus longue. C'est plutôt 40-45% de matériel et méthode et plutôt 35%, voire 30% les résultats. Ça peut être assez rapide de donner les résultats. Dans la première partie, l'objectif, donc 10%, 15% des mots, 2 choses qu'on peut aborder, le contexte et puis la question abordée par l'article. Le contexte, c'est quelque chose de facultatif, ça peut être l'occasion de mettre une phrase un petit peu introductive, mais ce qui est important, c'est vraiment l'objectif, la question étudiée. Vous remarquerez que ce qui est proposé dans la correction du CNCI, c'est carrément de mettre objectif, 2 points, et de citer votre phrase. Ça, c'est pas interdit et c'est une tournure qui peut éventuellement permettre de gagner des mots pour ceux qui sont un peu justes. Donc ici, on a dit le contexte, le rationnel, éventuellement. On pouvait proposer une phrase qui disait que le lien entre les maladies démyélinisantes et la vaccination était débattu, mais qu'on avait remarqué qu'il y avait eu des cas de démyélinisation enregistrés après les campagnes de vaccination. Évidemment, toujours essayer de dire cette phrase de contexte avec le moins de mots possible. L'objectif, donc là, on peut mettre objectif 2 points, examiner la relation entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'un épisode de démyélinisation du système nerveux central. Toujours pareil, l'objectif, c'est la dernière phrase de l'introduction. Vous pouvez la reprendre telle qu'elle ou alors essayer de la raccourcir un petit peu. Le deuxième paragraphe, ensuite, matériel et méthode. Donc j'ai dit, c'est là qu'il va y avoir le plus d'éléments à aborder et à essayer de citer. C'est la partie qui va être la plus longue. Ici, le type d'étude, c'était une étude épidémiologique et vous pouviez préciser que c'était un cas témoin. Les caractéristiques de l'étude, est-ce que c'est descriptif ou analytique ? On en a déjà un peu parlé avec les questions, donc là vous savez que c'est analytique. Est-ce que c'est observationnel ou expérimental ? Ici on était bien dans de l'observationnel. Est-ce que c'est sur groupe parallèle ou en crossover ? Ça s'adresse plutôt bien sûr aux essais thérapeutiques, de même que la dernière ligne, contrôlée, randomisée en double aveugle, je vous l'ai mis quand même, mais c'est plus ça ne s'applique pas dans une étude épidémiologique. Par contre,
Est-ce que c'est uni ou multicentrique? Ça, vous pouvez toujours le dire. Ici, c'était unicentrique. Et ce que j'ai oublié dans ma liste, c'est est-ce que c'est prospectif ou rétrospectif? Ça aussi, essayez toujours de vous poser la question et de le préciser. Enfin, donc la question sur groupe parallèle ou en crossover, quelque part, c'est un peu le design de l'étude. Ça, dans une étude observationnelle, ça va plutôt être dans une étude épidémiologique, pardon, ça va plutôt être de préciser si on est dans un modèle cohorte ou dans un modèle cas témoin. Donc toujours les mêmes éléments que vous allez avoir recherchés, et ça, quand vous lisez votre article la première fois, vous pouvez sur votre brouillon essayer de les lister. Descriptif ou analytique, observationnel ou expérimental, quel design dans un essai thérapeutique, est-ce que c'est des groupes parallèles ou en crossover, dans une étude épidémiologique, est-ce que c'est de la cohorte ou du cas témoin, est-ce que c'est uni ou multicentrique, donc ça c'est toujours en termes de lieu, en termes de temporalité, ce qui manque dans la liste c'est est-ce que c'est prospectif ou est-ce que c'est rétrospectif, et puis la dernière chose, la question de l'aveugle, ça c'est toujours important, quel que soit le type d'article, mais en particulier dans les essais thérapeutiques. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que ça a été randomisé? Donc randomisé et l'aveugle, ça peut intervenir dans d'autres types d'articles. Voilà pour les caractéristiques. Ensuite, ce que vous allez citer également, vous allez préciser à quel endroit et à quel moment est-ce que l'étude a été réalisée. Donc ici, si on prend les données de l'article, la période, c'est du 1er janvier 94 ou 93, il me semble, au 31 décembre 95. Et puis le lieu, on a dit que c'était en France, dans la Fédération de neurologie. Ce qui est bien sûr important de préciser dans votre matériel et méthode, ensuite, c'est qu'est-ce qui a été évalué, quelle est la procédure évaluée, est-ce qu'on étudie un traitement, est-ce que c'est un traitement qui est évalué, est-ce que c'est une procédure diagnostique, un facteur pronostic, qu'est-ce qu'on étudie? Chez qui? Donc vous aurez pris soin d'aborder également bien sûr la population qui est concernée, vous pouvez rajouter là, après la procédure. Et puis, par rapport à quoi est-ce que vous allez juger? Quel est votre critère de jugement principal? C'est celui qui mérite d'être cité, éventuellement des critères secondaires, mais ça, c'est pas systématique. Donc si on reprend pour notre article ici, on a abordé tout ce qui était un petit peu caractéristique de l'étude avec la période et le lieu. On n'oublie pas, on a dit, de décrire les autres éléments importants, à savoir la population, la procédure qui est étudiée ou évaluée, et le critère de jugement. Ici, la population, ça va être redonner les critères de sélection, donc en particulier les critères de sélection des cas. Donc ils devaient consulter dans la période définie, venir pour des symptômes neurologiques qui avaient duré plus de 24 heures, qui avaient été éventuellement confirmés par des examens complémentaires et pour lesquels on n'avait pas d'autres causes évidentes possibles. On citera aussi la sélection des témoins, donc qui ont été sélectionnés comme consultants à la même consulte de neuro, et puis on donne les critères d'appareillement. Ils ont été appareillés sur l'âge, le sexe et donc la date de consultation. Donc ça c'est pour la population. Deuxième élément important, on a dit la procédure évaluée. Ici, il s'agissait d'évaluer une exposition pour savoir s'il s'agissait d'un facteur de risque. Donc qu'est-ce qu'on étudie? C'est l'exposition au vaccin anti-VHB. Et enfin, le critère de jugement, en fait, c'était donc, évidemment, là, dans une étude épidémiologique, c'est la survenue de la maladie, c'est ça qui nous permet de juger si c'est un facteur de risque ou pas. Donc, ce que vous pouvez mettre, ce point-là, il rejoint un peu votre méthodologie, c'est-à-dire par rapport à quels critères vous allez juger ou alors comment vous allez recueillir vos informations. Là, ce qui est pertinent de préciser dans une étude épidémiologique, c'est que c'est le recueil de l'information, donc l'existence ou non d'une vaccination, qui a été fait donc au moyen des questionnaires et des appels téléphoniques. Donc ce qu'on pouvait proposer du coup, comme mot-clé à citer dans le résumé, on pouvait dire qu'il s'agissait d'une étude rétrospective, cas témoin, qui concernait 121 cas ayant présenté un premier épisode de démyélinisation du SNC entre donc 1993 et le 31 décembre 1995.
que ces 121 cas ont été comparés à 121 témoins à parier sur l'âge, le sexe et la date de consultation hospitalière. Dans la méthode de recueil, on pouvait préciser qu'il s'agissait d'une recherche faite par au moyen d'un questionnaire adressé par la poste, complété par une relance téléphonique sur les différentes vaccinations subies donc, par les cas et les témoins, en particulier l'hépatite B, mais on recherchait aussi les autres. Et donc on recherchait les vaccinations dans les 180 jours précédant l'apparition de l'atteinte neurologique. Donc ça, c'est grosso modo tout ce qui a été proposé par le CNCI. Ce que vous pouviez ajouter, d'après la grille qu'on a donnée, c'était de dire qu'il s'agissait d'une étude épidémiologique, analytique, observationnelle, unicentrique, donc réalisée en France de 1993 à 1995. Ça faisait des petits éléments qui auraient tout à fait pu être cotés. Le paragraphe suivant, les résultats. Donc j'ai dit en général un petit peu plus court, plutôt à mon avis 35% des mots. Ça doit systématiquement commencer, comme je vous l'ai noté. Donc la première phrase, ça va être de dire combien il y a eu de sujets inclus au final dans l'étude, et en particulier combien de sujets dans chaque groupe. Ensuite, vous allez commencer par donner les résultats, bien sûr, pour le critère de jugement principal, c'est ce qui est le plus important. Donc ici, c'est pas le critère de jugement, c'est plus adapté pour parler d'un essai thérapeutique, mais ça revient au même. Vous allez donner les résultats sur ce que vous avez étudié sur votre question. S'il y a des résultats accessoires, qu'on tire des analyses en sous-groupe, etc., ou des petites choses comme ça qui paraissent pertinentes et qui ont été remarquées au fil de l'étude, ce sera plutôt des éléments secondaires qui seront discutés ensuite si vous avez de la place. Quand vous donnez les résultats, c'est toujours en 3 temps. Vous donnez d'abord la valeur brute, la valeur numérique. Vous donnez ensuite les indices de précision, que ce soit l'écart type, etc., l'intervalle de confiance. Et ensuite, vous vous demandez si c'est significatif. Donc toujours donner le résultat en 3 temps et essayez de ne pas oublier le premier temps qui est de donner la valeur brute. Il y a des points pour citer la valeur brute, il ne faut pas juste dire que vous avez mis en évidence une différence significative et qu'il y a un lien entre vaccination et démyélinisation. Si on reprend ici, donc ensuite il y avait d'éventuels critères secondaires que vous pouviez citer, ça c'est à évaluer au cas par cas, surtout s'il y en a un qui paraît pertinent, un sur lequel les auteurs insistent, qui a un sens et qui peut justifier de faire des études complémentaires, c'est celui-là qu'il va falloir choisir. Vous ne pourrez pas tous les citer, donc vous gardez celui qui est pertinent. Si on reprend donc, et qu'on applique pour cet article, qu'est-ce que ça pouvait donner donc ici, si vous repreniez les valeurs brutes, en fait, on voyait que 12,4% des cas avaient rapporté une vaccination contre l'hépatite B et qu'on retrouvait seulement 7,4% de vaccination dans le groupe témoin, soit un petit P de 0,21. Donc le résultat brut, vous pourriez ajouter donc, j'ai dit les indices de dispersion de précision, et puis est-ce que c'est significatif ou pas, le troisième point. Enfin, deuxième partie, donc la survenue d'un épisode de démyélinisation du SNC chez les sujets qui ont été vaccinés contre l'hépatite B dans la première période 0-60 jours. Là, vous donnez le résultat numérique, ça a concerné 6 cas et 4 personnes dans le groupe témoin. Vous continuez en donnant l'interprétation. Ça correspondait à un odds ratio ajusté de 1,7. Et puis, est-ce que c'est significatif ou pas Ça, c'est donc avec l'intervalle de confiance. Donc, vous citez, il y avait un intervalle de confiance de 0,5 à 6,3. Pour la deuxième période, vous donnez également le résultat. Cette fois-ci, c'était 10 cas versus 7 témoins. Là encore, vous essayez de donner les indices. En fait, là, ça équivaut à donner donc, ce qui permet d'évaluer le risque. L'odds ratio qui est de 1,5 en ajusté. Et la significativité, elle repose sur l'intervalle de confiance, donc 0,5, 5,3. Il y aurait des points, très certainement, pour avoir cité chacun de ces éléments. Le résultat brut, le résultat en termes d'odds ratio
et la significativité ou pas grâce à l'intervalle de confiance. Donc, ici, il n'y avait pas forcément d'informations secondaires qui méritaient d'être soulevées. Il n'y en a pas trop ensuite à être discuté dans l'article. Ça, c'est pareil, il faut vous fier. Il n'y a pas d'interprétation à faire, donc vous vous fiez un petit peu à ce qui ressort de l'article. Le dernier temps, c'est la conclusion. Donc ça aussi, assez court, comme l'intro. Plutôt 15% des mots, on va dire. Et puis là, c'est la réponse à la question initiale. Donc ici, ce que vous pouviez dire, c'était que l'étude n'a pas mis en évidence de relations significatives entre vaccination anti-VHB et démyélinisation du SNC. Ce que vous pouviez discuter, parce que c'est dit dans l'article, c'est que néanmoins, la faible puissance statistique de l'étude ne permet pas d'exclure cette relation de façon catégorique. Donc le total, 250 mots maximum d'après la consigne du CNCI et la consigne qu'il y aura sur les sujets. En étant fidèle à l'article, aucune interprétation, vous ne faites que reprendre des choses qui ont été lues. Il s'agit de résumer et vraiment pas d'interpréter. Je ne reviens pas sur le décompte des mots. Les règles sont parfois pas toujours très claires, mais à mon avis, ni pour l'étudiant ni pour le correcteur, donc c'est pas la peine de trop se focaliser là-dessus. Par contre, la consigne a dit maximum 250 mots, donc il vaut peut-être mieux en faire 240, 245, plutôt que de viser trop juste, surtout si on n'est pas très sûr de sa façon de compter. Sachant qu'ici, dans les résumés qui étaient proposés, ils étaient vraiment courts et ils étaient loin d'atteindre les 250 mots. Comme quoi, ça peut être suffisant pour avoir les points.